Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Je profite de cette première édition de l'année 2022 pour vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Aujourd'hui, nous abordons la question des salaires minimums adéquats dans l'Union européenne et de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, deux sujets érigés en priorité par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. En effet, les 27 et le Parlement européen ont désormais adopté leurs positions respectives à la fin de l'année 2021 sur la directive proposée par la Commission européenne sur les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Les négociations en trilogue peuvent désormais commencer et ce sera donc le cas demain, comme nous le dira notre intervenante. Enfin, la proposition de directive sur la transparence des rémunérations pour renforcer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes est également sur la table. Nous sommes ravis d'accueillir Claire Vicarneis, assistante de recherche sur les questions sociales à l'Institut Jacques Delors, qui nous aidera à mieux comprendre les enjeux de ces deux dossiers. Avant de céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser vos questions, que je relayerai à notre intervenante dans la seconde partie de ce webinaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un très bonne heure aux questions et je passe la parole à Claire Vic pour sa présentation. Merci beaucoup Mathieu et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, parmi les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, on retrouve deux dossiers qui concernent les questions salariales. Je vous ai mis ici des extraits du programme de la présidence française du Conseil. D'abord, une proposition de directive pour des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne et également une proposition de directive sur la transparence salariale. Alors, je vais commencer par le dossier des salaires minimums et je voudrais revenir d'abord sur la raison d'être d'une telle proposition et sur la situation actuelle dans l'Union européenne. Alors, je pense qu'il est important en premier lieu de mettre en avant trois tendances qui contribuent à justifier l'action de la Commission dans ce domaine. D'abord, on assiste à une augmentation des inégalités salariales, donc entre bas et haut salaire dans l'Union européenne, qui vient d'une part du recul des négociations collectives et d'autre part d'une polarisation croissante sur le marché du travail en Europe. En outre, on constate que la pauvreté au travail a augmenté dans l'Union européenne. Elle est passée de 8,3% en 2007 à 9,4% en 2018. Et face donc à ces deux constats déjà assez inquiétants, la crise du Covid a touché des secteurs avec des fortes proportions de bas salaires et donc a mis un coup de projecteur sur ces travailleuses et travailleurs gagnant autour du salaire minimum. En plus de ces grandes tendances au niveau européen, si on regarde aussi la situation dans les États membres, on voit des disparités assez importantes. D'abord, il faut savoir qu'il y a 6 États membres qui ne disposent pas d'un salaire minimum légal. Il s'agit de l'Autriche, de l'Italie, de Chypre, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. Mais ensuite, dans les 21 pays où il existe effectivement un salaire minimum légal, on constate des écarts vraiment conséquents. Par exemple, le salaire minimum au Luxembourg s'élève à environ 2 200 €, ce qui est presque 7 fois plus élevé que le salaire minimum en Bulgarie, qui s'élève à environ 330 €. Alors, effectivement, les écarts, vous le voyez ici sur cette carte, sont importants. Mais je voudrais quand même apporter deux nuances sur ce point. D'abord, première nuance, lorsque l'on exprime ces données sur le salaire minimum en standard de pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire quand on prend en compte les niveaux de prix nationaux, ces écarts se réduisent fortement. J'avais pris comme exemple le Luxembourg et la Bulgarie. On était à un ratio d'environ 1 à 7 et là, on va passer à un ratio d'environ 1 à 3. Donc, effectivement, les écarts restent importants, mais ils sont quand même plus modestes, plus modérés qu'il n'y paraît. Ensuite, deuxième nuance et deuxième graphique, on voit qu'il y a quand même une dynamique de convergence salariale, de convergence sur les salaires minimums dans l'Union européenne, c'est-à-dire que le salaire minimum augmente plus rapidement dans les pays du Sud et de l'Est que dans les pays de l'Ouest de l'Europe. En Roumanie, vous le voyez, il y a eu des augmentations drastiques du salaire minimum depuis 2004, alors qu'en France, la croissance
de ce salaire minimum est plus modeste. Donc, finalement, on assiste à un rattrapage salarial, ce qui ne veut pas dire que cette dynamique ne doit pas être accélérée. Mais en tout cas, c'est bon de savoir que la convergence est quand même en route. Alors, c'est dans ce contexte que la Commission européenne a proposé, après 2 phases de consultation avec les partenaires sociaux, en octobre 2020, une proposition de directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Et c'était vraiment une mesure phare des orientations politiques d'Ursula von der Leyen. Et cette proposition, elle va jouer sur 2 grands volets. D'abord, l'amélioration du caractère adéquat des salaires minimums, et ce, grâce alors d'abord des critères clairs et stables, à des actualisations aussi régulières sur ces salaires minimums et à la participation effective des partenaires sociaux. Cela signifie aussi de limiter le recours aux variations des salaires minimums légaux, ou en tout cas à des exceptions, disons, pour certains groupes, afin d'améliorer l'accès à cette protection. Le deuxième volet de la proposition de directive, c'est vraiment la promotion des négociations collectives, et ce, dans tous les États membres, et en particulier dans les États membres où la couverture des négociations collectives est inférieure à 70% des travailleurs. Donc, ces États devront s'attacher à étendre cette couverture, soit via une loi, soit via un accord interprofessionnel. Et ça, c'est vraiment un volet important de la proposition de directive, parce que les pays où la couverture des négociations collectives est élevée affichent généralement une plus faible proportion de travailleurs à bas salaire, des inégalités salariales moindres et en général des salaires plus élevés. Donc, la proposition de la Commission ne fixe pas un SMIC européen unique, un salaire minimum unique partout. Cela ne fonctionnerait bien sûr pas. Elle crée plutôt un cadre sur les 2 volets que je viens de décrire, un cadre qui respecte les spécificités nationales et l'autonomie des partenaires sociaux. Alors, où on en est dans les négociations? Effectivement, comme Mathieu l'a rappelé, à la fin de l'année dernière, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus, chacun de leur côté, à s'accorder sur leurs positions respectives. C'était le 25 novembre et le 6 décembre respectivement. Et c'était d'ailleurs une assez bonne surprise côté Conseil pour la présidence slovène du Conseil de l'Union européenne, parce que depuis le début, on va dire, il y a pas mal de blocages, ou bien au moins d'inquiétudes de la part de certains États, et notamment de la part des États nordiques, qui sont très réticents à ce que l'UE légifère dans ce domaine, et vraiment qui ont peur d'une ingérence, on va dire, européenne dans leur modèle social national. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, les négociations interinstitutionnelles vont pouvoir débuter, et comme l'a dit Mathieu aussi, le premier trilogue aura lieu demain. France a fait part de sa volonté vraiment d'arriver à un accord pendant les premiers mois de la présidence. Donc, il y a une forte volonté politique affichée, assumée de la part de la France. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des lignes rouges du côté du Conseil qui risquent de laisser assez peu de marge de manœuvre aux négociations avec le Parlement. Surtout que le Parlement s'est plutôt dirigé vers un renforcement du texte. C'est une position qui est bien différente de celle du Conseil, qui a plutôt assoupli le texte, ou en tout cas, je dirais, a sanctuarisé les spécificités nationales, alors même que la proposition de la Commission européenne était à la base déjà plutôt souple, parce que je pense qu'elle avait anticipé les réticences de certains États, et notamment des États nordiques. Alors, les points les plus saillants, je dirais les plus critiques, porteront sur d'abord la manière de calculer ce caractère adéquat, donc l'adéquation des salaires minimaux légaux, donc ça dans les 21 États membres qui disposent d'un salaire minimum légal, ainsi que deuxième point sur le taux de couverture des conventions collectives. Donc, 2 points, je pense, qui peuvent être vraiment critiques. Dossier à suivre, en tous les cas, avec peut-être à la clé un accord pendant la PFUE.
Deuxième dossier sur lequel je voulais vraiment m'attarder un petit peu aujourd'hui, c'est le dossier de la transparence salariale, qui fait aussi partie des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, mais je pense qu'il de toute façon est lié au dossier des salaires minimums, et ce pour une raison assez simple. En fait, la majorité des personnes gagnant autour du salaire minimum sont des femmes, environ 60%, alors que les femmes représentent moins de la moitié de l'ensemble des personnes employées dans l'Union européenne, environ 46%. Donc on voit qu'il y a une vraie surreprésentation des femmes dans les personnes gagnant autour du salaire minimum. Et pour revenir aussi sur la crise sanitaire, la majorité en fait, des travailleurs de première ligne ont été et sont des femmes. Et donc voilà, on a vraiment mis ce coup de projecteur sur des secteurs et des métiers qui sont peu rémunérés et peut-être pas forcément reconnus à leur juste valeur. Et ça, on l'a vu pendant la crise. Donc finalement, avec des salaires minimums plus adéquats, plus élevés, on réduit aussi l'écart salarial. Donc vraiment, il y a une entre ces deux dossiers et je dirais même une double opportunité pour l'Union européenne. Alors, petit rappel sur l'écart salarial. Aujourd'hui, en 2019, les femmes gagnaient 14,1% de moins que les hommes par heure, avec bien sûr des différences entre les pays que vous pouvez voir ici, mais surtout le constat d'une amélioration de la situation, mais d'une amélioration assez lente, car l'écart salarial dans l'Union européenne s'est réduit de moins de 2 points de pourcentage en environ 10 ans. Et même dans certains pays, l'écart a augmenté. Donc, pour renforcer ce principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, la Commission a proposé en mars dernier une directive sur la transparence salariale. Et c'est une proposition qui, là aussi, joue sur deux volets différents et qui s'inscrit vraiment dans un combat historique européen pour l'égalité salariale, puisque c'est un principe qui est inscrit dans les traités de Rome, en fait, donc qui est inscrit dans les traités depuis 1957. Donc les deux volets sont les suivants. D'abord, il y a un premier volet de mesures visant à assurer la transparence salariale à destination des travailleurs et à destination des employeurs. Donc, cela comprend notamment des mesures de transparence avant l'embauche. Cela comprend aussi le droit pour les salariés de demander à leur employeur des informations sur leur niveau de rémunération, ainsi qu'une obligation pour les entreprises de publier des informations sur les écarts de salaire pour les travailleurs hommes et femmes dans leur organisation. Et s'il y a des écarts de plus de 5% qui ne peuvent pas être justifiés, dans ce cas-là, il y a aussi la proposition prévoit une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants des travailleurs. Deuxième volet de la proposition, il concerne un meilleur accès à la justice pour les victimes de discrimination salariale, comme par exemple l'indemnisation des victimes, par exemple aussi un système de sanctions, notamment des amendes que les États membres doivent établir en cas de violation, un renversement de la charge de la preuve, entre autres mesures. Alors, là encore sur ce dossier, où en sont les négociations ? Comme pour les salaires minimaux, le Conseil s'est accordé sur une orientation générale le 6 décembre dernier, avec une position qui reste plutôt dans l'esprit de la proposition initiale, avec juste quelques changements. Côté Parlement, on attend par contre l'adoption d'une position des eurodéputés pour le mois de février, donc le mois prochain. Et en ce moment, les discussions au Parlement portent surtout sur l'obligation dont je parlais pour les entreprises, pour les employeurs, de publier les informations sur les écarts de rémunération, parce que dans la proposition initiale de la Commission, en fait, cette obligation, elle s'applique aux entreprises de plus de 250 salariés. Et donc, il y a une volonté du Parlement d'abaisser ce seuil aux entreprises de plus de 10 salariés, avec des mesures différenciées selon le nombre de salariés pour éviter bien sûr trop de contraintes
pour les petites entreprises. Donc voilà, si le Parlement donne son feu vert pour ouvrir les négociations, les trilogues pourront commencer sous présidence française du Conseil de l'Union européenne et même potentiellement aboutir, je dirais, car par rapport au dossier sur les salaires minimums, il y a quand même, en tout cas, il y a l'impression d'avoir plus de consensus et donc des négociations potentiellement moins difficiles. Dernier point de ma présentation, avant de passer aux questions, je voulais rappeler qu'effectivement, la transparence salariale était un élément très important pour atteindre, ou en tout cas pour contribuer à réduire l'écart salarial dans l'Union européenne. Mais il y a d'autres raisons aux inégalités salariales qui ne sont pas forcément la discrimination directe. Et donc, il faut faire plus. Enfin, la directive sur la transparence salariale ne sera pas suffisante. D'abord, il faut savoir que les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses rémunèrent moins. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, la directive sur les salaires minimums pourra peut-être contribuer à faire un peu changer les choses, avec en général une amélioration des salaires. Ensuite, les femmes aussi sont sous-représentées dans les postes à responsabilité, qui sont mieux payés. Et enfin, les femmes prennent en charge la majeure partie des tâches domestiques et des tâches familiales non rémunérées, ce qui est souvent à l'origine du passage au temps partiel et aux interruptions de carrière. Et donc, face à ces causes un peu multifactorielles, il faut plus de mesures qu'une directive sur la transparence salariale. Il faut aussi des conditions de travail plus flexibles, des congés parentaux incitatifs pour les pères. Il faut lutter contre les stéréotypes. Il faut plus d'infrastructures aussi de soins pour les enfants et pour les personnes âgées. Et enfin, il faut des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Et moi, je suis vraiment ravie de voir que la présidence française du Conseil de l'Union européenne a aussi choisi de mettre ce dossier dans ses priorités. Donc voilà, à suivre. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis toute oui pour les questions que vous pourrez peut-être avoir. Merci beaucoup, Clarvie. En effet, on a reçu des questions de la part de nos auditeurs, donc je vais me lancer immédiatement. Les premières questions sont sur donc, la directive sur les salaires minimaux adéquats et notamment sur la position des pays du Nord. Donc, on pense surtout à la Suède et au Danemark, avec deux questions que je poserai coup sur coup. Pensez-vous que les pays du Nord de l'Union européenne puissent bloquer la directive sur les salaires minimums adéquats? Et deuxième question, peut-être un peu française, on va dire. Tu as mentionné que notamment le Danemark et la Suède étaient des pays qui n'avaient pas de salaire minimum dans leur loi. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ces deux pays qui arrivent à assurer des rémunérations assez satisfaisantes, il me semble, dans les statistiques de l'ensemble de l'Union européenne, comment y arrivent-ils sans salaire minimum? Alors, d'abord, pour la première question, sur la position des pays nordiques, finalement, on est arrivé quand même à une orientation générale du Conseil donc en décembre dernier. Donc, finalement, ils n'ont déjà pas bloqué au Conseil, ce qui est une bonne chose, notamment parce que la proposition de la Commission était déjà assez souple et avait beaucoup de garanties, justement, pour éviter ces inquiétudes d'ingérence européenne dans les modèles sociaux nationaux. Et c'est vraiment la peur des États nordiques sur ce dossier. Donc voilà, je dirais que arriver à un consensus au Conseil, c'était déjà pas forcément gagné. Donc, on est plutôt sur la bonne voie. Et par contre, comme je le disais, pendant les négociations, peut-être que la position des États nordiques, mais ce n'est pas les seuls, bien sûr, à être un peu plus réticents, mais peut-être que leur position, effectivement, fera qu'il y a moins de marge de manœuvre de négociation avec le Parlement, et donc que les négociations seront plus difficiles et prendront plus de temps. Et je ne l'espère pas, mais peut-être n'aboutiront même pas sous présidence française. Donc ça va dépendre aussi des négociateurs pendant les trilogues, et aussi de comment la Commission peut arriver à faire jouer son rôle de honest broker, on va dire, et comment la présidence française va surtout jouer son rôle aussi, très important. Sur la deuxième question, sur la France, effectivement, ils n'ont pas de salaire minimum légaux. Par contre, ils ont un système de fixation des salaires grâce à des conventions collectives. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a vraiment des partenaires sociaux assez forts, avec un système de négociation avec les partenaires sociaux entre les partenaires sociaux qui fonctionne très bien.
Et comment ils arrivent à maintenir des salaires aussi élevés? Ben justement, c'est grâce à ce dialogue. Et peut-être dialogue qui, même dans des pays où il y a des salaires minimums légaux, mériterait d'être renforcé, justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que les pays où les négociations collectives, où le dialogue vraiment entre les différents partenaires, donc employeurs et représentants des travailleurs, où le dialogue vraiment fonctionne bien, on voit que vraiment il y a moins de travailleurs à bas salaire, il y a moins d'inégalités en général, il y a des salaires plus élevés. Donc voilà, je pense qu'il faut, et je pense que c'est l'esprit de la proposition aussi, de renforcer ces négociations collectives. J'espère que c'était à peu près les... Merci beaucoup. Alors, série de deux questions supplémentaires. Une demande de précision. Pouvez-vous revenir sur ce que veut dire le caractère adéquat des salaires? Et une autre question peut-être un petit peu plus politique. Le gouvernement français a annoncé vouloir arriver à un accord interinstitutionnel avant les élections présidentielles. Est-ce que tu juges ça possible ou non? Et peut-être pour revenir sur préciser un petit peu ce qui a été dit dans la présentation, cette personne demande aussi quels vont être les points les plus bloquants précisément sur ce dossier des salaires minimaux. Autrement dit, les points où le Parlement européen et le Conseil divergent le plus. Oui. Alors, sur la deuxième question, d'ailleurs, la première question, c'est sur le caractère adéquat. Le caractère adéquat, ça veut dire en fait tout simplement des salaires minimums qui permettent une vie décente. Alors, bien entendu, les critères de cette adéquation, disons, des salaires, c'est un des sujets bloquants. Comment on évalue si un salaire minimum est adéquat? Dans la proposition initiale de la Commission, il y avait cette idée de prendre, enfin, ce n'était pas une obligation, c'était plutôt une manière de guider les États membres, mais de prendre des indicateurs, des valeurs de référence assez reconnues au niveau international pour évaluer ce caractère adéquat. Il y avait notamment le 60% du salaire médian, qui est une valeur de référence qui est souvent utilisée, et notamment la Confédération européenne des syndicats aussi prône pour que cette valeur de référence soit utilisée pour évaluer ce caractère adéquat. Mais il y a des blocages, effectivement, entre le Parlement européen qui a rajouté dans le texte, qui a rajouté une mention de cette valeur de référence sans prôner l'obligation de prendre comme référence, et d'un autre côté, le Conseil qui, lui, a plutôt essayé d'ajouter différentes valeurs de référence, notamment des critères nationaux. Et donc, on voit que voilà, il y a vraiment pas du tout d'accord entre les institutions là-dessus. Donc, vraiment, adéquat, ça veut dire qu'ils permettent aux travailleurs d'avoir une vie décente. Et comme je l'ai dit, la pauvreté au travail a augmenté. Donc, il faut vraiment faire en sorte que la situation s'améliore. Ensuite, la deuxième question, Mathieu, c'était... La deuxième question, elle portait sur la possibilité d'un accord avant les élections présidentielles en France et les potentiels blocages entre le Parlement et le Conseil notamment. Sur l'accord avant les élections présidentielles, la France a affiché une volonté forte, mais comme je l'ai dit aussi, moi je pense qu'il y a des lignes rouges qui vont peut-être faire que les négociations seront plus difficiles que prévu, puisque le Parlement a vraiment essayé de renforcer quand même le texte, notamment donc, sur les points de blocage. Du coup, je vais répondre en même temps. On a parlé du caractère adéquat qui était un point de blocage, notamment sur les critères. Et deuxièmement, point de blocage qui fait que des négociations peut-être n'aboutiront pas avant les élections présidentielles, c'est le taux de couverture des négociations collectives. La Commission avait proposé 70%, donc les pays qui n'avaient pas 70%, une couverture de 70% des travailleurs devaient faire en sorte d'étendre cette couverture grâce à une loi, grâce à des accords interprofessionnels. Le Parlement en commission avait augmenté cet objectif à 90%. Finalement, il a été un peu redescendu, mais quand même à 80%. Donc, un objectif rehaussé côté Parlement. Mais côté Conseil, on ne veut pas que ce soit un objectif en soi, et plutôt une indication. Donc, je pense que ça peut être un élément de blocage. Merci beaucoup. Alors, je vais enchaîner avec deux questions supplémentaires. Une auditrice demande par quel biais juridique la Commission a-t-elle pu proposer cette directive
sachant que le social n'est pas dans ses prérogatives. Le départ des Britanniques a-t-il favorisé cette initiative? Et question que j'aimerais bien associer avec une question sur le sommet social de Porto et ses suites, puisque vous aviez publié au moment du sommet social de Porto un décryptage justement sur ce sommet social et la manière dont il pourrait peut-être entraîner entraîner quelque chose de positif finalement pour l'Europe sociale. Après le sommet social de Porto, pensez-vous qu'il y a une vraie volonté en Europe de plus de social? Merci beaucoup pour ces questions. Ça fait vraiment plaisir déjà de voir l'intérêt sur les questions sociales. Alors, sur la première question, effectivement, il y avait eu... effectivement, voilà, la base juridique avait, s'il a été contesté, il y avait eu il y avait voilà, des doutes un peu sur cette base juridique, puisque l'Union européenne ne peut pas légiférer sur les rémunérations. Alors, pourquoi là on parle de salaire minimum? Parce qu'elle ne légifère pas directement sur les rémunérations, mais elle crée un cadre visant à améliorer la protection donc, des travailleurs. Donc, c'est pas vraiment, elle ne fixe pas voilà, un salaire, comme je disais tout à l'heure, un salaire minimum. Mais je comprends qu'il y ait des interrogations sur cette base juridique. En fait, elle est fondée sur l'article 153 du TFUE, qui en fait dispose que l'Union soutient et complète l'action des États membres dans le domaine des conditions de travail. Et la limite, bien sûr, au principe de subsidiarité et de proportionnalité. Donc voilà, ça devient un peu technique parce qu'effectivement, dans ce même article, au paragraphe 5, il y a cette exclusion de légiférer sur les salaires. Mais voilà, ils ont considéré, et d'ailleurs, les services juridiques du Parlement et du Conseil ont finalement approuvé cette base juridique. Donc ça veut bien dire que la base respectait les limites de l'article que j'ai cité en question. Sur le deuxième volet, pour être un peu moins technique, effectivement, moi, je pense personnellement qu'il y a eu, que le sommet social de Porto a été vraiment un moment clé en fait pour l'Europe sociale, surtout après différentes périodes où peut-être l'Europe sociale, notamment pendant la crise, je dirais de 2008-2012, selon comment on la qualifie, peut-être l'Europe sociale avait été un peu laissé de côté au profit d'autres intérêts, notamment économiques. Mais depuis la proclamation, donc en 2017, du socle européen des droits sociaux, et puis depuis l'année dernière avec le sommet social de Porto, pendant la présidence portugaise d'ailleurs de l'Union européenne qui a beaucoup poussé sur ces questions, je pense vraiment qu'on peut espérer en tous les cas un regain, un nouvel élan pour l'Europe sociale et le plan d'action qui a été présenté à l'occasion qui a été adopté à l'occasion du sommet social de Porto. Aussi, je pense, a été s'il est vraiment mis en œuvre de façon ambitieuse par les États membres et pas seulement au niveau européen avec d'autres initiatives. Le but aussi, c'est que les États membres se saisissent de ces sujets de façon ambitieuse. Je pense vraiment qu'on peut avoir une Europe plus sociale, mais voilà, avec bien sûr des limites si les États membres ne veulent pas être ambitieux et j'espère que ce ne sera pas le cas. Merci beaucoup. Alors, puisque le temps tourne, je voulais quand même poser quelques questions sur la lutte contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Donc, à ce sujet, plusieurs questions. Un auditeur demande la position de pays comme la Hongrie et la Pologne ou certains pays d'Europe de l'Est sur cette directive, sur la transparence des salaires. Un autre auditeur demande est-ce que l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est plus importante dans les pays nouvellement entrants dans l'Union européenne ou est-ce que ce n'est pas du tout une ligne qui permet de faire des différences entre les pays et voilà, je vais déjà, avec ces deux questions, je vais déjà commencer avec ces deux questions. Donc, la position de pays comme la Pologne et la Hongrie. Alors, la Pologne et la Hongrie, je ne vais pas forcément parler en position sur ce dossier, mais juste en général, effectivement, souvent, il y a des blocages pour la Pologne et la Hongrie sur les questions relatives à l'égalité homme-femme, et notamment lorsqu'un texte parle de la notion de genre, puisqu'ils ne reconnaissent pas forcément cette notion.
Donc, effectivement, ça a créé des blocages. Sur la transparence salariale, effectivement, c'était encore à la majorité qualifiée, donc ça n'a pas créé de blocage. En l'occurrence, je ne sais plus s'ils se sont abstenus ou pas, mais en tous les cas, voilà, je pense que sur ce dossier, ça ne posera pas de problème. Et en général, sur l'égalité salariale en fonction des nouveaux entrants ou pas, effectivement, il y a un index sur l'égalité homme-femme en fait, qui est réalisé par AIGE, donc c'est une agence de l'Union européenne. Vous pouvez le consulter pour voir un peu les différents niveaux entre les pays. Il y a un score qui est donné en fait à chaque pays. Sur l'égalité salariale plus particulièrement, c'est assez difficile pour moi de me positionner parce qu'en fait, même s'il y a un écart salarial qui a l'air plus faible dans un pays, parfois ça reflète tout simplement la situation où il y a moins de femmes sur le marché du travail. Et parfois, dans un pays où on voit qu'il y a un écart salarial vraiment très grand, souvent ça reflète la situation où il y a des femmes sur le marché du travail, mais par contre, elles sont concentrées dans des secteurs peu rémunérés. Donc, c'est assez complexe. Donc, un petit écart salarial ne veut pas forcément dire plus d'égalité homme-femme. Donc, c'est pour ça que c'est des chiffres à prendre quand même avec des pincettes. Et c'est pour ça qu'il faut regarder un peu la situation de façon plus holistique. Et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec ma toute dernière slide. Mais en général, sur l'index d'égalité homme-femme, donc pas juste d'égalité salariale, les pays nordiques sont vraiment bien classés. Et la France aussi est plutôt bien classée. Et après, effectivement, ça dépend aussi des histoires de chaque pays. Mais je ne pense pas qu'on puisse être aussi catégorisé. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, puisque c'est une question qu'on a reçue en amont du webinaire. C'était la question du rôle des partenaires sociaux européens dans les discussions autour des directives dans le social. Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, je l'ai mentionné rapidement, mais je pense que c'est bien effectivement de le rappeler. La Commission européenne, elle est tenue de consulter les partenaires sociaux sur les politiques sociales. Donc, dans un premier temps, elle le fait sur l'orientation possible d'une mesure européenne. Et dans un deuxième temps, donc dans une deuxième phase de consultation, elle consulte une nouvelle fois les partenaires sociaux, mais cette fois-ci sur le contenu de la proposition envisagée. Donc voilà, il y a deux scénarios un peu à ça. C'est soit les partenaires sociaux se contentent, on va dire, de donner leur avis, de donner leurs recommandations, soit ils décident d'ouvrir des négociations. Et dans ce cas-là, l'initiative de la Commission, elle est suspendue et les partenaires sociaux ont 9 mois pour parvenir à un accord. Et dans ce cas, s'ils ne parviennent pas à un accord, la Commission, si elle pense que l'initiative mérite une action, elle peut quand même reprendre sa proposition initiale. Donc, dans le cas des salaires minimums, il y a eu les deux phases de négociation. Donc, c'est des phases qui ont été lancées dès janvier 2020. Donc, vraiment, c'est pour montrer à quel point les salaires minimums étaient un dossier vraiment prioritaire pour la commission présidée par Ursula von der Leyen. La première phase entre, je crois, janvier-février 2020 et deuxième phase entre juin et septembre 2020. Mais il n'y a pas eu de négociations qui ont été entreprises et ça vient notamment du fait que d'un côté, les syndicats étaient plutôt même très favorables, on va dire, plutôt favorables à cette proposition. Et d'un autre côté, les représentants des employeurs étaient, je dirais, plutôt réticents, voire très réticents, même pensant que c'était une ingérence carrément de l'Union européenne dans ce domaine sur lequel elle n'est même pas du tout censée légiférer. Donc, voilà, ça n'a pas aidé à ce qu'il y ait des négociations et ni même un accord entre les partenaires sociaux. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation et toutes ces réponses. Je m'excuse d'avance auprès du public pour les questions que nous n'avons pas pu traiter, mais nous avons essayé de traiter l'ensemble des thématiques abordées dans les questions et dans la présentation. Avant de clore cette question, j'aimerais bien vous rappeler les publications de l'Institut Jacques Delors sur les sujets abordés aujourd'hui, et notamment donc, les deux infographies qui ont servi pour la présentation de Claire Vicarneis, ainsi que le blog post sur le sommet social de Porto, que vous voyez sur la droite de votre écran,
et le décryptage publié par Sofia Fernandez sur le salaire minimum européen, c'était déjà en 2019. Ces documents vous seront envoyés dans la foulée de ce webinaire avec l'enregistrement de l'Euroquestion de ce jour. Je vous rappelle également que le prochain Euroquestion aura lieu donc, le 26 janvier à 14h30 avec Cyril Brett, qui est maître de conférence à Sciences Po et contributeur externe pour l'Institut Jacques Delors. Il évoquera les difficiles relations entre l'Union européenne et la Russie, notamment à l'aune des événements en Ukraine. Nous vous remercions d'avoir été parmi nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une très, très belle après-midi. Merci beaucoup, Pierre.